Alors, merci déjà à vous de cette invitation et de donner de la place à la voix. Moi, c'est un parcours qui s'illustre essentiellement par la passion de la technologie, alors qui a commencé il y a très longtemps, au démarrage du web, du digital, puis après par les applications mobiles, et puis avec la voix, l'ouverture d'une nouvelle dimension. Aujourd'hui, on va le voir, on va en parler. C'est pas forcément encore l'explosion, mais ça se prépare, et c'est pour ça que c'est intéressant dans des écoles de management qui préparent justement les investissements d'avenir, de considérer le potentiel et les éventuels écueils à éviter dans un nouveau domaine. Donc pour la formation, en tout cas, c'est très divers, puisque c'était à la fois de la science économique, de la politique. J'ai fait une formation continue à Harvard sur la partie négociation, et puis des formations autonomes, entre guillemets, sur des domaines technologiques, dès que ça me passionnait, puisque j'ai à cœur de comprendre pour pouvoir parler de quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je vois la maîtrise de ces sujets qui sont très variés et très variables, que d'un mois à l'autre, on peut avoir une nouvelle interprétation du potentiel d'une technologie, voire l'avoir décrié comme d'avoir des fois être un vrai sujet d'avenir. Donc il y a des dimensions qui sont multiples, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une vraie vision holistique des choses. Sur le plan sociétal, on le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus important de considérer les technologies sur leurs impacts, positifs ou négatifs. Mais encore une fois, il faut savoir en parler, éviter les fantasmes, parce que dans le domaine technologique, et on le voit en ce moment sur d'autres sujets comme la blockchain, etc., il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, mon parcours, c'est en tout cas à chaque fois d'avoir cette vision la plus large possible des sujets, tout en maîtrisant verticalement chacune de ces thématiques, le web, le mobile, et puis maintenant la voix, et puis d'autres sujets qui sont autour. Alors, juste rebondir sur votre profil entrepreneurial, puisque vous avez fondé et cofondé des entités, qu'est-ce qui vous a motivé à les fonder ? Alors, ce qui m'a motivé à les fonder, et là je parle aux étudiants qui sont là, c'est une conviction à l'égard justement d'évolution de marché qui n'était pas forcément partagée par mes employeurs de l'époque. Voilà, donc quand j'étais dans le web, je me suis battu avec mes camarades, qui sont aujourd'hui aussi âgés que moi, mais pour arriver à expliquer les potentiels du web et puis de réaliser les premiers sites. Même chose pour le mobile, voilà, on n'y croyait pas à l'époque, donc j'ai fait deux choses. J'ai monté une association professionnelle, la Mobile Marketing Association, pour constituer le marché, l'aider à s'autoréguler et puis à avoir une croissance saine. Et à côté de ça, j'ai aussi monté une première société de conseil en marketing mobile, et puis une deuxième de réalisation d'applications mobiles, jusqu'à ce que finalement, alors une autre entreprise, InSign, dont je suis associé aujourd'hui, comprenne cet intérêt et l'incube pour justement lui donner cette approche plus globale. Voilà, et un petit coucou particulier, puisqu'elle a été à l'époque fusionnée chez InSign par un alumni de l'EM Lyon. Donc voilà, on est en terrain connu. C'était si compliqué que ça à l'époque de faire comprendre que le web était l'avenir ? Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a évidemment dans certaines cultures économiques et sociales un sentiment de prise de risque, de remise en question de l'existant. La principale bataille qu'on avait à l'époque, c'était de convaincre que le digital n'allait pas remplacer le papier et le offline. Et on le voit encore aujourd'hui, on l'a vu avec l'émergence des livres numériques, finalement depuis quand même un des plus gros libraires de l'époque, qui est Amazon. Donc tous ces changements de paradigme avec les technologies sont généralement mal accueillis, mal interprétés au démarrage. On les questionne beaucoup, on les accuse souvent de plein de mots qui ne sont pas encore réels, avant d'aller regarder le potentiel. Et c'est vrai que certaines cultures, encore une fois économiques, et je prends évidemment l'exemple des États-Unis, s'embarrassent moins de considérations éthiques ou sociétales au démarrage, et sont plutôt dans une logique d'investissement, et on verra après. Donc ce que moi j'essaye de dire, c'est, et on verra sur la partie vocale, c'est pas parce qu'il y a des limites aujourd'hui, ou qu'il y a des conséquences qui ne sont pas encore prouvées, qu'il ne faut pas considérer le sujet et continuer d'investir dessus. Et le terme d'investissement est, je pense, fondamental dès qu'on parle de technologie, ça ne doit absolument pas être relâché. D'accord. Quelles sont pour vous, du coup, les qualités primordiales pour monter son entreprise ? Quelles étaient les vôtres, en tout cas ? Une conviction chevillée au corps, voilà. Il y a une seule règle, c'est d'y croire. Okay. C'est très clair. Ok, ça marche, très intéressant. Je vais nous revenir un peu sur ce que vous avez parlé de Insight Agency. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et ensuite nous donner pour vous les 4 grandes valeurs d'Insight ? Alors, InSign, c'est une structure qui conseille les entreprises sur leur transformation. Alors, évidemment, avec beaucoup de digital à l'intérieur, mais en utilisant
ces thématiques, ces métiers de la communication et du marketing, puisqu'aujourd'hui, c'est la première interface qu'on a avec les marchés. On ne peut plus lancer un produit ou un service sans avoir son positionnement, son expression de bénéfice et puis la communication qui va autour. Donc forcément, elle est digitale. Moi, je m'occupe particulièrement de mettre les technologies au service de ces business models ou de ces changements de business model. Mais InSign fait un travail qui est d'accompagnement de la transformation d'une entreprise dans la société d'aujourd'hui. Et on le voit, c'est évidemment, on ne peut pas faire de technologie sans considérer les sujets de société qu'il y a aujourd'hui, comme on ne peut pas faire de communication corporate, produit, de marque, sans considérer notamment la marque employeur. Donc on a forcément une vision, encore une fois, holistique. Donc c'est une société de 300 personnes qui travaille sur les sujets, comme j'ai dit, de communication corporate, de communication de recrutement, de communication financière, sur la réalisation de dispositifs technologiques, mais jamais de manière verticale, en silo, sans prendre en compte toutes les dimensions de ces évolutions de marché. Voilà. D'accord. Nous arrivons à la fin de du premier thème, c'est-à-dire vous. Nous allons tourner vers Thomas Demeur, qui est derrière la caméra. Est-ce que Thomas, il y a des questions de l'auditoire? Non, pas de questions encore. Pas de questions pour l'instant? On n'a pas abordé le sujet, c'est normal, il n'y a pas de questions sur moi, je n'en veux à personne. Mais du coup, surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on vous répondra à la fin de chaque thème. Alors, donc vous avez été associé à l'agence InSign pendant 5 ans pour l'offre Voice des marques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir en 1 minute ce qu'est la Voice? Alors, la voix, le vocal, la voice, c'est pas nouveau déjà dans la communication de marketing, parce que depuis que le cinéma est parlant, en tout cas, on a cette dimension vocale. Et c'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais si vous regardez un film muet et que vous rajoutez une dimension audio, il y a évidemment une dimension qui s'est créée bien avant la couleur. Donc c'est un élément, un composant essentiel de la communication, la dimension audio et en particulier vocale. Donc c'est pas nouveau, ça a toujours fait partie des attributions de marque. Aujourd'hui, on est un peu plus sur l'audio au global, à savoir que je vais pas le faire, mais si je vous fais un jingle qui fait tondon, bah vous avez pensé à Netflix, voilà, ça vous fait sourire. Il n'y a même pas besoin de mettre le nom, on a déjà la dimension audio. Et en fait, la voix aujourd'hui, c'est un des leviers de communication auprès d'un nouvel ensemble d'utilisateurs qui sont ceux qu'on retrouve dans la rue, avec leur smartphone, avec leur casque. Et si vous voyez aujourd'hui l'émergence de la partie casque audio, on sait qu'on est dans une bataille, on va dire la bataille des oreilles, puisque la bataille des yeux, elle est un peu perdue. La dimension visuelle, elle commence à être réellement perdue, et c'est la voix, c'est le nouveau champ de bataille des marques. Ok, bah ça fera 1 minute 4 pour être très précis. Ça va très vite, le chrono défile très très vite. Donc du coup, vous en avez un peu parlé. Je vous demandais, vous pouvez être un peu plus précis, vous avez plus d'1 minute pour cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses origines, vraiment d'où ça vient, pourquoi ça a autant d'importance pour les marques aujourd'hui d'utiliser la voix? Alors, déjà, comme j'ai dit, quand je disais que c'était pas nouveau, on fête aujourd'hui, quasi jour pour jour, en ce moment même en novembre, les 7 ans d'Alexa. 7 ans. Donc en effet, en France, c'est arrivé un peu après les États-Unis, mais 7 ans. Alexa, c'est aujourd'hui une enceinte vocale, comme on retrouve aussi Siri sur son téléphone, comme il y a Google Home, qui se propose d'être des assistants vocaux. Donc c'est avant tout la voix, une interface de communication, et quand on veut vendre des produits ou des services, une interface marketing. Cette interface, comme j'ai dit, en tant que médium, elle n'est pas nouvelle. On a toujours eu des dimensions vocales. Ce qui intéresse les marques aujourd'hui, c'est d'avoir leur dimension vocale de voix, c'est-à-dire que quand elles vont promouvoir des services ou lancer des services sur ces enceintes vocales, elles n'ont pas forcément envie que ça soit la voix connue d'Amazon ou de Google. Elles veulent exister en tant que marque. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on a malheureusement un retard, comme je l'ai dit, un peu à l'allumage sur l'Europe, quoique l'Allemagne et la France sont un petit peu derrière l'Angleterre. Mais si on prend l'exemple des États-Unis lancé donc, il y a 7 ans, on est sur plus de 130 millions d'utilisateurs dans leur voiture de la voix, et on est sur plus de 25%, on doit être à 26,1% des Américains, tout confondu, équipés d'un dispositif vocal digital, à qui ils demandent aussi bien la météo, les résultats du sport, que l'heure du prochain bus, et ainsi de suite. Donc sur ces marchés, qui sont toujours en avance sur nous, on voit qu'il y a une vraie prise en main par les utilisateurs de ces sujets, et donc des marques qui veulent remettre des services derrière. La grosse importance, comme je l'ai dit, elle est d'anticiper une mainmise des GAFA, et je viens de citer Google, Amazon, Apple,
Facebook a fait son essai, ça a été moins probant, mais il maîtrise évidemment la distribution des services. Et ça, c'est un problème pour les marques, parce que quand je vais demander un service ou un produit à une de ces enceintes, il y a tout simplement j'allais dire une sanction, en tout cas il y a un coup près qui tombe, qui est un risque de commoditisation du produit, c'est-à-dire qu'on va demander des piles, Amazon va nous en proposer, et puis on va dire ok, je prends celle-là. On a une seule réponse, et c'est un peu vu vocalement comme la seule bonne réponse. Donc là, on ne parle pas de la voix de marque, on parle de la voix d'Alexa qui va faire la promotion d'un produit d'une marque. Donc si on ne peut pas avoir son propre service qui explique pourquoi, reprenons l'exemple des piles, elles sont meilleures, avec sa voix de marque qui est peut-être la voix d'une marque de piles, j'en citerai pas, mais qui s'est installée au travers de ses publicités, de sa chaîne YouTube, de tout autre service qui permette de commander ou d'avoir des informations. On n'a pas ce qui fait l'attribut principal de la voix, c'est son caractère singulier qui permet de distinguer une marque d'une autre. Le rôle d'une marque, c'est de distinguer un produit ou service équivalent deux ensembles. Chaque voix est différente, elle a une dimension émotionnelle qui est phénoménale, c'est important puisque c'est la première des choses que l'on entend dans la vie intra-utérine. Les autres sens ne sont pas encore aussi activés. Donc c'est la voix, on l'entend d'abord par les oreilles, et après on n'attend qu'une chose quand ces enfants naissent, c'est qu'ils se mettent à parler, parce que c'est un sens très important. C'est porteur d'émotions, c'est porteur de singularité, parce que les voix se ressemblent, mais on a tout de suite l'identification de l'émotion au sein d'une voix. Donc c'est pour ça que c'est un médium qui était jusqu'à aujourd'hui au service d'une communication. C'était un support, un média. On avait une voix pour livrer un message. Aujourd'hui, ça tend à essayer de devenir un service. Et c'est là où on rentre dans les assistants vocaux, avec des difficultés sur lesquelles on pourra revenir, qui font qu'aujourd'hui, on est resté sur un domaine très basique. On ne va pas, malheureusement, se mentir. On est sur des choses qui sont très... Et je pourrais expliquer pourquoi après, très procédural. On demande quelque chose, on a une réponse, on demande autre chose, et ainsi de suite. Donc ce sont des parcours qui sont très codés, très scriptés. Et ça, c'est normal, parce que ce sont des limitations qui sont côté technologique, mais surtout côté marque, et sur leur capacité à ouvrir des discours très très personnalisés. C'est-à-dire qu'entre vous deux, si vous demandez quelque chose, je vais peut-être vous répondre avec la même voix de marque, mais vous êtes deux consommateurs ou deux clients ou deux employés différents, et je dois vous apporter une réponse différente. Et c'est donc la même chose sur potentiellement chacun. Et ça, déjà en termes digital, on a un peu du mal à le faire. Donc dans la voix, si on doit en plus mettre une émotion différente, parce que Chloé nous a appelé très énervé et on l'a reconnu, ou au contraire on a un client qui est très content, c'est des dimensions de personnalisation qui sont faisables avec la voix, qui doivent être faites avec la voix, et ça c'est important, parce que ce qu'on attend d'une voix, c'est tout sauf qu'elle soit robotique. Et un des écueils à éviter, c'est justement d'essayer, à date, d'être trop proche de la réalité, puisque le fond et la forme vont être en dissonance. Je peux arriver aujourd'hui, avec les technologies qui sont disponibles, à avoir une voix synthétique d'une qualité quasi parfaite, en tout cas sur lesquels d'ailleurs les risques éthiques existent, où on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, le discours va être assez creux à l'intérieur. Donc il ne faut pas non plus essayer de dire qu'on est un assistant vocal humain, c'est faux, on n'a pas la capacité de le faire. Donc c'est un trade-off aujourd'hui entre rendre service avec la capacité d'interactivité, de rapidité de la voix, et puis cette dimension humaine, chaleureuse, qu'on attend de la voix, mais qu'on ne peut pas remplir vraiment d'un discours réellement humain. Donc voilà, le champ aujourd'hui des possibles, on peut y revenir, il est très large, et la méthode, elle est plutôt d'aller de manière très humble, tenter des premières expériences, comme je le dis, pour éviter la mainmise absolue des GAFA, et surtout pour séduire, notamment, on pourra y revenir sur des générations. Vous êtes jeunes, moi beaucoup moins, mais les générations qui vont être les premières utilisatrices de la voix, c'est ce qu'on appelle la génération Z et la génération Alpha, qui eux vont être, on peut prendre le terme, biberonnés à la voix, parce qu'ils l'ont déjà, ils parlent déjà avec les enceintes, ils parlent dans Discord, ils parlent dans leur jeu. C'est sorti ce matin, les prochaines consoles Nintendo seront pilotées à la voix, donc c'est des enfants, je les ai moi, de 7 à 10 ans qui vont interagir avec leur jeu à la voix. C'est là. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, beaucoup des États-Unis, un petit peu de l'Europe, France et Allemagne, et je voulais vous demander du coup quelle est la place de la voix numérique en France actuellement en 2021.
elle est malheureusement assez atone, voire elle subit une extinction de voix. Il y a eu des premières expérimentations et je veux vraiment les souligner, ce sont des échecs réussis. Intermarché, Carrefour, Decathlon, et nous on a des projets qu'on a menés qui se sont arrêtés, des projets qui continuent, je vais y revenir. Ce sont des expérimentations qui ont permis justement de mesurer les limites. Ce qui ne marchait pas, au sens technique, côté annonceur, ce qui ne marchait pas dans l'attente des utilisateurs, et ça c'est la méthode sur laquelle il faut revenir pour réussir. Mais toutes ces erreurs, plutôt que ces échecs, ont permis à ces marques d'engranger du savoir, qui vont leur permettre d'aller affiner finalement la fenêtre de tir sur lesquelles leur marque peut avoir une vraie plus-value sur la voix. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourra poser, une question qu'on pourra poser aux auditeurs. J'ai une question à leur poser et à vous-même derrière sur la pertinence. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un marché massif, croissant sur les services vocaux en France. D'accord. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas de marché pour l'Internet à l'époque du Minitel et qu'il n'y avait pas de marché pour les smartphones à l'époque où on avait des téléphones à clapet. Donc si on fait le parallèle, on est exactement dans cette situation-là. On manque tous de la killer app, celle qui va lancer les choses. Et encore une fois, ce sera la question qu'on pourra peut-être poser aux auditeurs après. D'accord. Ok, donc vous nous parlez un peu de la voix en France. Vous nous avez dit que c'était un peu compliqué pour certains marchés, pour certaines marques. Et donc du coup, imaginez que nous deux, on est une grande marque, vous voulez nous convaincre d'investir dans la voix. Ce serait quoi la grande proposition de valeur? Le truc qui fait faire waouh. Alors j'espère surtout que quand vous serez dans ces grandes marques, on n'aura pas à vous convaincre et que ça sera vous qui serez convaincus et qui viendront challenger les conseils externes pour faire preuve de créativité sur les contenus et sur la communication. La première des choses, c'est en tout cas la démarche et la méthode qu'on a développée chez InSign, elle se base pour tout ce qu'on fait, mais en particulier sur la voix, sur une démarche ethnographique. Donc on va au contact, au sens propre et figuré, au contact physique des utilisateurs, sans leur parler de voix, en phase d'observation. Et ça, c'est très important, parce que c'est là où on va voir les endroits où potentiellement il y a un vrai besoin. Et ce vrai besoin, est-ce qu'il peut être résolu par la voix? Ça, c'est l'essentiel. À partir de là, s'il n'y a pas de besoin, ou en tout cas on ne peut pas le résoudre avec la voix, il faut passer à autre chose. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Alors, on travaille en ce moment sur l'aboutissement d'un service qui, pour le coup, n'est pas grand public. Il est destiné à des ouvriers du bâtiment sur la pose de produits complexes, donc qui ont des complexités sur la pose du produit lui-même et sur son environnement. Donc, il y a beaucoup de checklists et de choses à faire. On est sur des populations où la formation est malheureusement trop courte, souvent, pour appréhender toute cette technicité de la pose du produit, qui ne s'embarrassent pas tout simplement de lire des modes d'emploi en anglais de 30 pages. Donc là, l'assistance vocale, elle a cet intérêt qui est de contextualiser le besoin en se disant, bah voilà, tu arrives sur le chantier, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, quelle est la température, etc. Donc ça, c'est une interaction qui du coup est très facile à la voix plutôt que saisir avec un clavier, parce que souvent en plus sur un chantier, on va avoir les mains sales, les mains occupées, on va pas forcément sortir son smartphone au risque de le faire tomber. Donc la voix, elle a cette convenience qui est d'être finalement sans les mains, c'est quand même ce qu'on tend à oublier. Mais donc quand les mains sont prises, on peut poser un ensemble de questions et arriver à faire un arbre de questions. Encore une fois, c'est simple, hein, assez précis. Donc là, ce qu'on a fait, nous, on a été sur les chantiers pour regarder comment se déroulaient aujourd'hui les moments de pause, les moments de l'endroit où il y avait des problèmes. Est-ce qu'ils étaient dus justement à la préparation en amont et comment est-ce que la voix pouvait résoudre en amont ou dans la durée les problèmes de pause. Donc la première des choses, c'est de regarder sur le terrain concrètement ce qui se passe et de trouver des endroits, des périmètres vraiment de valeur ajoutée. Et la deuxième, elle est sur la constitution de cet arbre vocal, parce qu'encore une fois, je reprends les choses, on n'est pas sur des assistants vocaux, il n'y a pas d'assistance intelligente. C'est un leurre de parler d'intelligence artificielle à ce niveau-là. On est capable de reconnaître ce qu'on appelle des intentions. Je veux poser ce produit, très bien. Est-ce que c'est sur du béton? Est-ce que c'est sur du bois? Est-ce que c'est sur autre chose? Là, je pose des questions. En revanche, cet arbre, il faut qu'il ait vraiment, ce que je disais tout à l'heure, la simplicité et le côté naturel de la voix. Donc, à la différence de ce que je suis en train de faire, vous le remarquerez tous, il faut savoir être court. Et donc, c'est quelque chose qui doit être très interactif, très intuitif, très clair, très simple. Et ça, c'est le plus dur à faire.
faire simple et efficace. Souvent, on s'embarrasse de plein de choses. La voix, elle a cette caractéristique qui est de n'avoir aucune interface. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écrans, puisqu'on l'utilise sur le smartphone, il n'y a pas de visuel. Donc, quand on parle d'une couleur, quand on parle d'un produit, quand on parle de quelque chose, il faut être très explicite. Donc, c'est un exercice au niveau du contenu qui est très, très exigeant. Et donc, ce qu'on fait de la même manière qu'on a été sur le terrain, on reproduit, alors sur le terrain, après en test, et puis en salle, dans une représentation, on rôde le discours, on fait ce qu'on appelle du dos à dos, du back-to-back. Donc vous allez vous mettre tous les deux dos à dos, il y en a un qui va jouer l'utilisateur et l'autre qui va jouer l'assistant vocal. Évidemment, en face de vous, il y a l'équipe qui prend les contenus. Et vous allez tout simplement poser votre question et vous allez voir comment vous allez y répondre. Et les balbutiements arrivent très vite. Qu'est-ce que je réponds? J'avais pas prévu ça. Ah ben là, on a 2 cas de figure. Donc c'est confronté à la réalité qu'on a été voir sur le terrain, mais qu'on rejoue après dans une pièce, qu'on arrive à faire un arbre qui est le plus efficace possible, encore une fois, à défaut d'être intelligent et d'être un assistant virtuel, etc. On n'en est pas encore là, mais pour une marque, si on peut répondre à un problème de manière simple et efficace avec la voix, là, il y a quand même des choses à gagner parce que c'est gratuit aujourd'hui encore. On est sur un business model où on peut l'avoir sur son téléphone ou sur une petite enceinte qui coûte 30 €. Donc pour des entreprises équipées professionnellement des forces de vente ou des ouvriers ou des cas dans des bureaux avec des enceintes, c'est pas très coûteux en équipement. Donc si on arrive à résoudre un problème ou en tout cas à créer une plus-value, il y a forcément des choses à gagner. Et du coup, vous nous avez parlé beaucoup des avantages, à quel point la voix c'était génial, mais quels sont au final les challenges aujourd'hui qui sont rencontrés par la voix? Alors, je ne sais pas si j'ai parlé que des avantages. Mais... Finalement, je suis plus positif que ce que j'imaginais. Le gros défaut, ou entre guillemets, de la voix, vous avez dit que c'était pratique parce qu'il n'y avait pas d'interface, que c'était clair, que c'était concis. Mais du coup, c'est quoi le gros défaut de la voix? Honnêtement, j'en vois pas. C'est une réponse? Non, c'est l'usage qu'on en a qui n'est pas encore adapté aux utilisateurs ni à ce qu'on peut vraiment en faire. Encore une fois, vous connaissez tous le hype cycle de Gartner. On a eu une émergence technologique, 2009, il y a 2014 pour Alexa. Voilà, le peak of expectation, on s'est dit ça y est, la voix, les assistants vocaux, c'est génial, plus de clavier, plus d'écran. Et là, on est sur la courbe des désillusions, ce qui est tout à fait normal pour toutes les technologies. On se rend compte que finalement, c'est pas si formidable que ça, c'est pas si intelligent, c'est pas si parfait. Et on cherche le bon usage pour la bonne cible. Et voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de défaut en tant que tel. C'est pratique, ça marche. Je voudrais le souligner. Parce que je parlais tout à l'heure de la passion de la technologie, on a des outils aujourd'hui pour tout un chacun, toutes celles et tous ceux qui nous regardent. C'est quasiment gratuit. Vous pouvez faire un service vocal à tester sur une enceinte ou sur votre téléphone, sans code, en glisser-déplacer. Enfin, aujourd'hui, tout est accessible. La reconnaissance, la qualité de reconnaissance du langage a fait des progrès phénoménaux. On est sur des 80, on a passé les 97, on doit être à 98% de taux de reconnaissance. Quand vous parlez à une enceinte, si elle répond mal, c'est pas qu'elle a mal compris. On traduit très bien tous les mots qu'on lui dit. Après, savoir ce qu'on va en faire de la question posée, voilà, c'est comme quand on vous pose une question, vous avez bien compris ce qu'on veut vous dire, parfois pour répondre, c'est un peu plus compliqué. Donc, la voix elle-même n'a pas le défaut. C'est la conception, la valeur ajoutée du service, qui en tant que telle doit être bonne, et particulièrement adaptée à ce domaine vocal. Voilà. Un point cependant, ouais, si c'est pas du tout un défaut, c'est ce qu'on appelle le contexte. La voix étant aveugle, elle n'a pas l'environnement dans lequel est posée la question. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, en tout cas, qui sert à détecter justement les propos dans la voix, ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, on a une capacité à interpréter un historique de ce qui a été dit avant pour se dire, là, s'il me demande ça, alors. Amazon, là-dessus, est très, très en avance. IBM aussi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a des choses qui sont lourdes. Mais, encore une fois, faut-il savoir, nous, entreprises, historiser tout ce qui s'est passé sur d'autres canaux pour arriver à le relier, tenter à un besoin. Donc là, on parle vraiment de CRM, on parle de connaissances clients, de bases de données, de systèmes qui n'ont rien à voir avec la voix.
Mais encore une fois, c'est le propos qu'on doit mettre dans la voix. Néanmoins, la voix, elle ne sait pas faire la différence. Elle ne sait pas en tant que telle savoir l'heure qu'il est, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, si vous avez fait quelque chose avant, si vous avez quelque chose dans la main, si vous êtes dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre salle de bain. Donc tout ce contexte qui est normalement important, parce qu'on ne demande pas la même chose suivant ses lieux, suivant ses heures, suivant son état, suivant ce qu'on a fait avant, si on est tout seul, si on n'est pas tout seul, c'est un peu difficile. L'exemple sur lequel on a travaillé aussi, c'est dans le domaine bancaire. Au-delà du fait qu'il soit interdit par les plateformes de communiquer de l'information bancaire, si je demande vocalement mon solde de banque, bon, ce que généralement d'ailleurs c'est plutôt déconseillé en termes d'ergonomie, c'est pas quelque chose qu'on fait en tant que tel, mais la voix ne saura pas se dire si je suis seul ou si je suis en groupe. Donc voilà, ça c'est typiquement quelque chose qu'elle ne saura pas faire. Si vous avez un écran, lui, vous allez vous-même le cacher et vous allez résoudre par vous-même le problème. Là, la voix, elle va vous répondre en tant que telle. Donc ouais, la limite de la voix, c'est la prise en compte du contexte, et ça c'est vraiment important, mais ça peut se résoudre dans la manière dont on conçoit les services, en se disant là ça marche parce qu'on est seul, qu'est-ce qui se passe si on est ailleurs, s'il y a d'autres, si on est à une autre heure, etc. Donc c'est exigeant, c'est très exigeant, d'où le fait de faire simple. Okay. D'accord, merci beaucoup. Vous avez un peu anticipé la question au travers de toutes vos réponses. Ah oui, le joli d'anticipation, c'est... Alors, moi j'avais une question. En quoi est-ce que du coup la voix est un atout une dimension supplémentaire pour l'expérience utilisateur? Pour l'expérience utilisateur, pour peu qu'elle soit en effet réussie, elle a cette dimension, cette charge. Elle a une dimension propre qui est le caractère, j'allais dire discriminant, qui est vraiment le caractère singulier et différenciant. Voilà, on reconnaît une voix quand elle vous parle. Et la répétition va faire qu'on va être sur une attribution. Je vais savoir que ça, c'est la voix de la marque. Alors, l'exemple le plus connu, c'est Simone Huet, qui est la voix de la SNCF. Je vous la fais entendre, vous vous attribuez à la SNCF. Bon. Là, on est sur le paroxysme de l'attribution et de la voix. En revanche, bon, elle a été enregistrée et du coup, l'annonce des trains, qu'ils soient à l'heure ou en retard, est toujours sur la même, le même ton. Alors, c'est pas que le ton, ce qu'on appelle la prosodie avec d'autres aspects, qui sont les variations de hauteur, le rythme, le timbre et ainsi de suite. Mais la voix a cette dimension aussi émotionnelle qui fait que quand c'est une bonne nouvelle, c'est très agréable de l'entendre plutôt que de le lire. Elle a aussi cet avantage qui est dans la modulation qu'on peut faire. Je parlais tout à l'heure des éléments sur des domaines, par exemple, manuels de chantier. Si vous annoncez... Alors, il y a beaucoup aujourd'hui d'usages qui sont faits de la voix dans les domaines industriels. Typiquement, quand vous allez dans un entrepôt où il y a du pick-up, de la préparation, la plupart des collaborateurs sont équipés d'une oreillette et d'un micro et vont demander à un assistant vocal, qui est un progiciel qui est assez simple, je dois prendre ça, et il va lui dire, bah, passe plutôt d'abord prendre ça et faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a les mains occupées. Si la voix elle est désagréable toute la journée, à la fin de la journée, ça va pas être très sympa. Si elle est agréable, ça va être un peu différent. Mais surtout, quand vous êtes face à une machine qui a une interface vocale, et ça arrive de plus en plus, quand vous avez une alerte qui, pour la 10e fois sur un écran de 4 caractères s'affiche, ce n'est pas la même chose que d'entendre une machine qui vous dit la température est élevée. Elle ne va pas vous le dire comme ça, elle va vous dire attention, la température est élevée. Rien que là, juste cognitivement, vous avez fait la différence. On change même de posture tout de suite. Exactement. Donc c'est un élément, voilà, ça sert à rien de faire des caractères en gras avec des points d'exclamation sur un écran. Ça passe tout de suite. Donc c'est d'une efficacité cognitive et émotionnelle très rapide. À la différence de l'écran où on doit lire et le cerveau va interpréter, l'oreille entend beaucoup plus vite, entre guillemets. D'accord, donc il va y avoir une interface, on parle beaucoup d'interface homme-machine, et il y aurait une interface homme vocal, homme-voix. Ça fait partie des interfaces homme-machine, la commande vocale. Comme je le disais, aujourd'hui, elle est sur ce qu'on appelle du control and command. Allume, éteins, fais ci, fais ça. Donc ça peut dire fais-moi un café demain matin, c'est ni plus ni moins que de programmer une action on à une certaine heure. Mais cette commande vocale, aujourd'hui, elle est assez bête. L'intelligence artificielle qui permet de comprendre le contexte des besoins, donc on va regarder les besoins, on va regarder leur contexte, commence en effet à permettre de faire d'autres choses et notamment de revenir vers l'utilisateur. Donc ça, c'est les dernières nouveautés d'Amazon qui ont associé à Alexa un moteur de
prédiction et un moteur de proaction. Alors, ils viennent de faire un partenariat avec je ne citerai pas un fabricant d'appareils ménagers aspirateurs, qui, en fonction des habitudes de passage de l'aspirateur, donc là, on allie des données de l'utilisateur, donc des données de l'entreprise avec Alexa, va de manière proactive dire « Je pense que je pourrais passer l'aspirateur. Est-ce que tu es d'accord ?» Donc là, c'est assez nouveau. C'est que ce n'est pas nous qui allons demander à la machine quelque chose. Peux-tu lancer l'aspirateur? C'est elle, au travers d'une notification, comme il y en a sur les téléphones de manière écrite, qui va se permettre de rentrer dans notre vie en disant, tiens, voilà. Alors, ça fait peut-être partie des limites et des questions que vous allez poser. On verra ça un peu plus tard. Voilà, jusqu'où va l'intimité de la voix. Okay. Très bien. Là, on a beaucoup parlé de la voix d'aujourd'hui, de ce qui se passe maintenant. Mais si vous avez un petit bond dans le futur et que vous nous parlez de la voix qui sera dans 10 ans, ce sera quoi? Elle ressemblera à quoi? Idéalement. Est-ce que je réponds à cette question ou pas, que je déteste, mais qui en même temps est forcément intéressante? Déjà, la voix du futur, je pense que ça ne sera pas forcément une voix... Est-ce que ce sera une voix de marque? Est-ce que si on en a de partout, on n'aura pas besoin d'une différence? Est-ce qu'on ne va pas, et ça commence à arriver dans tout le... Parce que comme j'ai dit que la voix aujourd'hui, c'était un petit peu dans le domaine émergé, la partie émergée de l'iceberg, un peu monotone. Il se passe beaucoup de choses en dessous. Dans la partie recherche, dans l'expérimentation. Et quand je dis recherche, c'est pas que les labos, hein, c'est les entreprises. Si vous suivez l'actualité économique, c'est par dizaines de millions que les investissements se font dans la voix. Typiquement, le clonage de voix, aujourd'hui, est très au point. On va avoir, je pense, là, dans les mois qui viennent, les semaines, voire mois qui viennent, peut-être pour Noël, des services qui vont vous permettre, sur la base de quelques minutes de prononciation, avec une qualité bluffante, de mettre votre voix dans votre Waze, dans votre cafetière, dans votre assistant vocal à la maison, etc. Donc est-ce que la voix de demain, ça sera finalement une voix de synthèse de quelqu'un, ou est-ce que ça sera un peu la voix de tout le monde? Ça rejoint des projets très importants qu'on a avec Julien notamment, de Seigne. Il y a évidemment des possibilités pour que la voix de demain soit... vraiment une extension de soi-même. On parle beaucoup en ce moment du Web 3 et du métavers et de ces univers virtuels. On ne va pas avoir notre représentation à nous. Au contraire, c'est le but des NFT. Je fais peut-être une distinction, mais vous allez voir le lien. On va acheter des personnages, équiper des personnages dans des univers virtuels. Je ne préjuge pas ni de l'utilité ni de l'empreinte écologique. Mais typiquement, s'ils sont muets, on aura raté quelque chose en 2022-2023. Donc est-ce qu'ils vont parler? Ça va être difficile parce qu'on ne va pas avoir envie de parler. N'oubliez pas que ces univers virtuels, ils tournent H24 de manière tout seul et autonome. Donc vous n'allez pas vous endormir dans votre univers virtuel, votre avatar, il va continuer d'exister. Votre avatar, il va peut-être finalement, quand quelqu'un viendra lui parler, répondre avec votre voix. Donc peut-être que cette voix-là, ça sera notre double... Alors, il ne faut pas prendre le terme jumeau numérique, parce que le jumeau numérique existe vraiment dans l'industrie, c'est un concept. Mais notre double, notre avatar numérique, sera peut-être doté de notre voix, et on aura des conversations qui se passent entre des nous, sans qu'on y participe vraiment. Donc je ne sais pas du tout si c'est intéressant, si c'est porteur de sens pour la société. Mais la voix, voilà, elle sera là demain, parce qu'on a cette volonté d'ubiquité, d'être présent à plusieurs endroits. Et donc, être présent, c'est parler. Donc voilà, moi je suis peut-être un peu trop présent là du coup. Comme il faut. Si vous m'arrêtez pas. C'est parfait. Alors avant de continuer, on va se tourner vers Thomas Demeure, qui est aux questions. Et Thomas, est-ce qu'il y a des questions des téléspectateurs? Alors oui, donc on a une question. C'est la voix est une interface homme-machine, plus limitée du coup qu'une interface graphique. Et du coup, est-ce que vous pensez que la voix pourra la dépasser à l'avenir? Ça demande c'est une sacrée bonne question. Je vais juste me permettre, puisqu'on n'a pas le retour de la réinterpréter. La voix est limitée par rapport à l'interface graphique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, à date, elle est limitée, elle est très basique. Néanmoins, l'interface graphique utilise, excusez-moi du terme technique, ce qu'on appelle le back-end, qui est la partie qui fait marcher ce qu'on voit et ce qu'on reçoit. Elle utilise la même. Donc,
Aujourd'hui, il est plus facile de mettre beaucoup de contenu sur une page, de surligner du contenu, et c'est pas pour moi le même usage. La voix doit avoir vocation à synthétiser de manière beaucoup plus courte un résultat, là où l'écran et l'interface graphique, parce que les yeux n'ont pas le même fonctionnement que l'oreille, vont permettre de faire de la représentation visuelle. Donc c'est pas un combat pour moi, il y a une complémentarité entre la dimension visuelle de l'expression et la dimension orale. Ça voudrait dire demain que la voix est capable de faire une synthèse complète d'une page sous forme de quelques mots, mais que la page continue d'être intéressante à regarder, à lire, à imprimer, à surligner. Enfin voilà, pour moi c'est totalement différent. Je ne sais pas si je réponds à la question, c'est très difficile comme ça, par échange interposé, mais si ce n'est pas le cas, on peut... N'hésitez pas à reposer des questions ou la clarifier. Exactement. Alors on va parler maintenant... Il y a peut-être une autre question. Une autre question ? Oui, on a une deuxième question qui vient de nous apparaître, c'est est-ce que du coup ces assistances vocales ne vont pas finalement évoluer pour devenir de réels compagnons de vie, notamment pour des personnes isolées ? À nouveau, une très bonne question, parce que parmi tout ce qu'il y a à dire, dans les premières expérimentations, je vais y revenir un peu, parce qu'on a parlé des États-Unis, même si en Europe il y a eu quelques expérimentations. Les premières expérimentations d'usage marketing et commercial avant ont été assez pauvres. Elles ont été des ajouts, des adjonctions de fonctions vocales à des services existants. Donc on a fait des jeux télé qui avaient une dimension vocale, qui n'est plus ni moins qu'un quiz qu'on aurait pu trouver sur Internet, mais il était vocal. C'est le phénomène de la nouveauté, je parle à quelque chose qui me répond, fine. Il y a une grosse démarche qui est pas très loin finalement de ce que je disais du Control and Command, qui est notamment aux États-Unis très développé chez McDo, qui est la commande vocale. Vous allez arriver au drive et vous allez commander à la voix. Donc plutôt d'avoir quelqu'un qui, avec son oreillette, est en train de préparer des repas et doit en plus prendre des commandes, vous parlez à un assistant vocal qui va comprendre que vous voulez une frite, que vous voulez un Big Mac et ainsi de suite. On en est là quand même, hein. C'est pas la révolution. Donc de là à en faire des assistants, des doubles numériques, je pense qu'il y a du chemin. Néanmoins, pour reprendre ce qui a été dit, il y a des très belles expériences qui ont eu lieu, d'autres moins belles aussi, mais il y en a une très belle qui a eu lieu, je crois que c'était en tout cas aux Pays-Bas, où on a laissé une enceinte vocale avec un service vocal, donc une application vocale, dans des maisons de retraite pour des gens âgés, isolés, qui ont pu se confier finalement, raconter leur vie. Là où il y a un intérêt quand même, c'est que c'est informatisé. Donc quand je raconte quelque chose et que je donne une indication de temps, quand j'étais jeune, l'année dernière, à mon mariage, quand mon conjoint est mort, etc., l'ordinateur, le fameux ordinateur, en fait, est capable de repositionner les choses. Et donc ce sont des personnes qui ont pu raconter leur vie et qui en ont reçu un résultat sous forme papier. Alors ça fait un livre audio, mais ça fait aussi un livre papier qui peut être mes mémoires. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois une approche de type compagnon, pour répondre à votre question, pour des gens isolés, parler à une enceinte, lui dire, qui vous pose des questions, c'était où, c'était quand, c'était comment, quel temps il faisait, vous étiez tout seul ou pas, ça permet d'avoir une conversation, et tout en confiant des éléments de sa vie. Et en même temps, voilà, on a un livrable qui est pas que vocal, qui peut être un livre à destination de la famille. Voilà. Donc ça, c'est un vrai bénéfice parce qu'il y a à la fois une présence aux côtés de personnes et puis la création de quelque chose. Donc ça, c'est une expérience, par exemple, qui se rapproche un peu de cette notion d'accompagnement. Ok, belle réponse. Pas de bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thomas ? Non, pas d'autres questions. Ça marche. Très bien. Alors maintenant, on va parler RGPD. On va parler éthique. À quoi ça vous fait penser ? À des éléments fondamentaux et nécessaires. Comme je disais tout à l'heure que malheureusement on a un double travers. On met trop de temps à se lancer sur une technologie. Et quand on le fait souvent à mal. Enfin en tout cas avec un mauvais dessein. Quand j'avais monté avec des camarades, je n'étais pas tout seul, la Mobile Marketing Association, la première des choses qu'on a fait, c'est de faire un code de déontologie, avant même la loi, qui n'a pas empêché les dérives à une époque sur les SMS, sur les numéros surtaxés, etc. Mais forcément, premier élément, la voix est une donnée biométrique.
Sinon, on n'ouvrirait pas des interfaces avec du contrôle vocal. Donc, autant qu'une photo ou une vidéo, elle a une vraie dimension personnelle, donc elle doit être protégée en tant que telle. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Noël, on vous offre la possibilité en 3-4 phrases de faire votre voix numérique, bah, moi je vais vous enregistrer de manière discrète avec ce micro, et puis je me fais passer pour vous au téléphone. Bon. Donc les risques sont avérés, sont réels. Donc ça doit être encadré. Au niveau du RGPD, la loi s'applique, il n'y a pas besoin d'aller en inventer une autre, c'est une donnée biométrique, donc il doit être protégé. Maintenant, si vous voulez me lancer sur un sujet qui est, si derrière la question elle est, peut-on s'assurer que des sociétés comme celles qu'on a citées sont soumises au RGPD? La réponse est non. Voilà. Est-ce que les échantillons de voix qui sont remontés sur les serveurs sont protégés ou pas? Première chose, les échantillons de voix ne sont pas remontés sur les serveurs, ils sont traités en local et c'est le texte qui remonte. Oui, pendant des années, ils sont remontés parce qu'il fallait entraîner la machine. Voilà, et puis un jour, on s'est fait prendre sur le fait. Donc on dit très bien, on arrête. Tant pis pour les concurrents, puisqu'on a 200-300 millions de minutes d'enregistrement avant, et les autres ne pourront pas les avoir. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les informations que la voix au sens biométrique qui remontent. Tous les fantasmes comme quoi ce sont des mouchards qui écoutent notre vie. Je suis assez conscient pour m'occuper de la cybersécurité chez InSign qu'il y a des failles. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que là, il n'y a pas un micro qui est allumé, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans le fantasme. Il y en a d'ailleurs 3. Mais ces informations, la question, elle est à qui servent-elles? Et je reviens sur le sujet des fourches codines des GAFA. Quand vous allez demander à la SNCF, notre très bonne SNCF, qui a un service où je dis quand part le prochain train pour Paris, ou au TCL, au Transport Lyonnais, quand est-ce que passe le C20E, je pense à mes enfants qui le demandent. Est-ce qu'il y a uniquement TCL qui sait que je suis en train de demander un horaire? Non, il y a Google qui sait aussi, il y a Amazon qui sait aussi que je prends le bus. Et puis le lendemain, c'est pire parce qu'elle sait est-ce que je peux avoir un horaire chez un dentiste, est-ce que je peux avoir la recette de ça, etc. Donc oui, cette protection sur ce que l'on donne comme élément d'information, voire même de contexte, puisqu'ils savent la localisation, ils savent qui parle, puisqu'il y a de l'identification de personnes, elle est fâcheuse. J'ai pas de réponse à ça, mais si ce n'est que la réponse habituelle, c'est vous faites la même chose sur Internet chaque fois que vous ouvrez un navigateur. Donc les choses sont en train de se réguler, mais il est difficile, comme je l'ai dit, pour un assistant vocal, de vous faire une réponse pertinente, qui est ce que vous attendez, qui plus est naturellement, sans rien lui dire. Donc voilà, si je ne dis pas ce que je veux, qui je suis, où je suis, et ce que je veux, je n'aurai pas de réponse. Donc c'est à nous, consommateurs, avant tout de choisir. Okay. Il y a aussi la question du fait que, par exemple, on prend Alexa ou Google Home, c'est Google Home pour Google, le fait que pour pouvoir leur parler et pour pouvoir qu'ils nous répondent, il faut en permanence qu'ils nous écoutent. Il y a cette dimension-là. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque Déjà, c'est en effet un principe normal. Alors, oui et non, il y a eu en leur temps des systèmes où il fallait appuyer pour qu'ils se mettent à écouter. Bon. La promesse et les analyses qui ont pu être faites par certains hackers éthiques de démontage font qu'a priori, ce qui est écouté ne remonte pas. Bon. Est-ce qu'on a une preuve absolue? Non. Est-ce qu'on doit faire confiance aveuglément? Non. Bon. Donc c'est plutôt à l'utilisateur, je pense, d'être informé, que potentiellement tout ce qui se dit dans la pièce pourrait remonter à Google. Moi, je ne sais pas s'ils auraient beaucoup d'intérêt à m'entendre le soir dans ma cuisine, mais c'est une donnée personnelle. Le fait est que théoriquement, dans la pratique aujourd'hui, ces informations d'environnement qui permettent à déclencher l'invocation, OK Google, Alexa, ne font pas partie du flux qui remonte. D'accord. Je ne suis pas un défenseur, je dis juste qu'il faut qu'ils nous entendent pour nous écouter sur cette invocation. Je n'ai pas la garantie que ça ne remonte pas. Et si ça remonte, encore une fois, c'est un sujet de régulation. Pour autant, ça pose plus globalement la question de la concentration. On en revient au débat en ce moment. Si vous aviez 10 assistants vocaux dans votre cuisine, vous ne poseriez pas la même question de la concentration d'informations chez un acteur, puisqu'il y en aurait 10 ou 100.
Le problème, il est que là, aujourd'hui, on a Google, on a Amazon. Et un peu Apple. Voilà, ça fait 3 personnes qui potentiellement écoutent tout le monde, au lieu de toutes les entreprises du monde qui pourraient écouter tout le monde. Donc ce qu'on questionne surtout, c'est la concentration. Le monopole. Derrière le fait que ça soit écouté, forcément. Ok. Maintenant, je vais vous demander un conseil aussi bien pour nous que pour nos auditeurs. Donc, vous nous avez parlé de la cybersécurité, de la voice. Enfin, vous avez brièvement parlé que vous travaillez la cybersécurité, mais on sait que vous avez d'autres sujets de prédilection. Donc, la blockchain, la tech, dans le sens large. Donc, ma question, c'est, pour vous, si vous nous conseillez d'investir, quelle serait la nouvelle technologie? Non, pas d'investir. Si vous pouvez nous donner un conseil pour la future technologie qui va exploser, ce serait laquelle? Vous pouvez dire la voice, vous pouvez dire autre chose. Cette question est terrifiante. On est là pour ça. Non, moi je ne suis pas là pour vous conseiller d'investir au sens... C'est pour ça que j'ai retiré le mot investir. Oui, je ne veux pas qu'on vous attaque ensuite. Je comprends Chloé le sens de la question. Moi, c'est plutôt un message à l'égard de ces nouvelles générations que vous êtes. J'ai presque envie de dire qu'il faut tout investir. En tout cas, si vous êtes demain aux commandes des entreprises, des budgets d'investissement et des stratégies, moi, mon message, il est, encore une fois, on pleure aujourd'hui le fait de ne pas avoir de licorne. On pleure, et on vient d'en parler, qui est Google, Amazon, etc. Enfin, il y a 25 ans, ils se lançaient et ils n'ont pas arrêté. Et malheureusement, les entreprises, généralement, soit se lancent trop tard, soit arrêtent trop tôt. Donc, les technologies dans lesquelles il faut investir, c'est ni plus ni moins que celles dans lesquelles vous investissez tôt, comme la voix, encore assez tôt, et vous continuez. Parce que de toute façon, à défaut de réussir, il y a toujours de l'apprentissage. Donc pour moi, c'est ça. Maintenant, parce que je sais que la question était réellement fondée, et vous me demandez un peu mon truc. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle alors, les termes sont toujours, c'est du marketing, ça. Le Web 3, en effet, c'est une approche très décentralisée des choses, ce qui a du bon. Ça a commencé, pour ceux qui connaissent, en fait, avec la musique piratée, puisque les premiers principes de torrent faisaient que c'était de l'échange qui passait de personne à personne sans serveur. Ça vient de là. Donc si vous remontez à cette période, c'était déjà il y a un moment. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est 20 ans pour que ça soit l'explosion. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur la blockchain, aujourd'hui, ce qu'on voit sur ce Web3, ces univers, sont des approches où il y a de moins en moins de serveurs, de cloud. Donc c'est une approche qui est importante parce qu'elle remet aussi chaque utilisateur comme contributeur du système. Donc en termes marketing, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander juste de se connecter pour se servir. Il va être acteur. Il va être acteur du dispositif. Je prends un petit exemple parce que j'espère qu'il y a des makers et des geeks autour. Voilà, je fais de la promotion pour une approche open source, les yeux dans les yeux. Si vous avez un Raspberry, donc j'espère que tout le monde a un Raspberry, vous savez ce que c'est? Oui. Bien. Oui. Tous les clients savaient ce que c'était, ce serait chouette. Et quasiment sans code, puisqu'on est quand même sur l'ère du no-code. Il n'y a plus besoin d'être ingénieur, il faut comprendre. En revanche, comment ça marche pour savoir le faire. Je vous invite à aller sur quelque chose qui s'appelle Umbrel, comme un umbrella, mais en anglais, UMBR, vous trouverez vous-même. En fait, ça vous permet sur un Raspberry d'être vous-même un nœud de la blockchain. J'entends tout de suite, ouais, mais la blockchain, ça pollue. Bah non. Au lieu d'avoir des centaines de concentrations de fermes de minage, vous êtes vous-même un nœud de validation de la blockchain. Et un Raspberry aujourd'hui, vous pouvez regarder, c'est officiel, ça consomme à peu près 10 € d'électricité dans l'année. Alors si j'ai pas le terme exact, corrigez-moi dans les commentaires. Je vous promets que c'est raisonnable, j'aurais pas dû donner le chiffre à défaut d'être précis, mais ça consomme très peu. Et vous faites partie de la blockchain. C'est vous qui avez des transactions qui passent dans la blockchain, que vous voyez faire. Et voilà. Donc c'est une manière de participer. C'est pas une manière de faire du minage, de créer des bitcoins pour être riche. Mais vous voyez, avec un petit boîtier, un investissement de 50 ou 100 €, vous êtes vous-même un des nœuds de la blockchain. On en est là, on est en 2021, c'est déjà là. Donc c'est la même chose pour potentiellement tous les services digitaux. Ils vont avoir de plus en plus de choses chez l'utilisateur. Ça va vous demander de les équiper, ça va demander de leur expliquer, puis ça va demander de comprendre pourquoi ils contribuent, puis peut-être faire du reward sur la contribution. Donc c'est plutôt dans cette orientation-là voilà, que j'irais.
D'accord. Alors juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez clarifier le mot Raspberry, qui peut-être est clair pour nous? Tout à fait. Alors le Raspberry est un micro-ordinateur de la taille, j'espère qu'on me voit, voilà, je suis en émotion. Non, c'est très petit, et c'est un ordinateur sur lequel on peut installer tout ce qu'on peut installer sur un ordinateur, mais qui se veut très économe, puisqu'on est sur des prix de 30, ça commence à 30 €, et qui est très peu consommateur en énergie, qui n'a pas trop de puissance pour faire autre chose que de l'expérimentation, installer des services domotiques chez soi, faire de l'expérimentation, faire du code, piloter les objets, faire de la voix, typiquement, si vous avez envie de faire votre assistant personnel vocal non connecté au GAFA, vous avez aujourd'hui plein, j'espère que c'est dans tous les liens qu'on pourra mettre, plein, encore une fois en no-code, de choses à installer sur votre Raspberry. Vous mettez un micro, un haut-parleur, et vous échangez avec un assistant vocal personnel, sans Google, sans Amazon, sans Apple. Voilà, c'est en local, c'est chez vous. Peut-être que ça, c'est aussi un élément d'avenir. Très bien. Alors, si vous avez une question à poser à notre audience. Ah, bien sûr. En fait, j'en avais deux. Alors, je sais pas laquelle je dois poser. La meilleure. La meilleure, pour rester dans le sujet qu'on a eu, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, aujourd'hui, est énervant, un irritant de notre journée, et qui gagnerait à être 100 fois plus simple, plus agréable, plus rapide, avec de la voix. Et le bénéfice, c'est que si vous trouvez ça, vous le gardez pour vous, vous montez une société, et vous serez très heureux, puisque entreprendre, et potentiellement très riche, ça c'est qu'un détail. C'est une conséquence heureuse de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, c'est dans le quotidien, c'est quoi le truc qui m'énerve? Et c'est l'exercice que je vous disais tout à l'heure. Si on peut rien faire avec la voix, on fera rien avec la voix. Par contre, il y a peut-être dans toutes les idées, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, peut-être quelqu'un qui va se dire, si je lui demande ça, il me répond ça, allez-y. Ok, on compte sur vous pour trouver une super idée. Allez-y. Et la mettez peut-être pas dans le chat du coup, parce que sinon quelqu'un vous volera l'idée et vous passerez à côté d'une occasion en or. Ce serait bien dommage. Du coup, alors moi, je pourrais peut-être en parler à notre expert de la voix. Je vous donnerai un coup de main, c'est important de contribuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Thomas, est-ce qu'il y a des questions Alors oui, donc on a une question que Chris nous pose sur l'avenir de la voix, en référence du coup au film Heure. Est-ce que le marché de la voix peut créer un marché du besoin affectif? C'est déjà le cas. Il y a eu des études assez sérieuses, alors, je ne sais plus quelle université l'a fait aux US, où on a une partie de population qui est, comme je disais tout à l'heure, soit senior et isolée, en tout cas qui a trouvé dans Alexa, dans sa voix et dans des interactions une forme de compagnon, une forme de compagnie. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on met derrière le terme marché affectif. Ça serait terrible. Ça serait pour moi un échec social terrible. Je peux pas dire autre chose. Oui, mais c'est terrible parce qu'il peut forcément y avoir un marché, en effet, où on se confie. En même temps, c'est le marché, finalement, de tous les livres que certaines générations... c'est vieux, mais on avait des livres secrets sur lesquels on écrivait nos confidences. Là, on peut avoir une enceinte qui, finalement, nous donne aussi de manière réconfortante des choses. Je préfère plutôt la solitude du livre, qui a encore une fois un échange qu'on ne sait pas qui écoute, sur du domaine sentimentaux qui sont très importants. Mais ça peut être le cas. Alors, je fais juste une petite aparté, parce que sinon je vais l'oublier et je ne veux pas. Et c'est super important pour moi. Je suis ici grâce à finalement quelqu'un qui s'appelle Julien, qui doit être pas très loin, qui à l'époque s'occupait d'une association d'aide aux personnes dans la rue et sans-abri. Et on a en fait une belle histoire qui pour l'instant n'a pas encore eu d'épilogue. Le chemin est encore... les pages sont encore ouvertes. On s'est dit que demain, si toutes les entreprises voulaient avoir leur voix de marque, soit elles faisaient des castings de comédiens. Alors on revient au début, la publicité, des voix de comédiens pour des marques.
on s'est dit que ça serait quand même super chouette si on allait voir plutôt des gens qui sont dans la rue, qui ont par définition une voix, qui est émotionnellement d'ailleurs marquée, qui n'est pas surjouée, et qu'on pouvait leur offrir l'espace peut-être d'une journée, un moment de contact social, voilà, au chaud, et en étant payé, à la fois pour cette journée, et puis peut-être en royalties pour l'usage de leur voix. Et si demain une voix de marque se lance, parce qu'on est dans quelques années avec un assistant vocal et que ce sont des voix de gens qui sont à l'origine coupés de tout le monde, je trouve que ça serait une sacrée revanche pour eux de prêter leur voix à une marque. Et voilà, en tout cas, moi, on aimerait bien que ça puisse se passer comme ça. Donc voilà, il y a un lien aussi. La voix est humaine, donc ça peut être chouette. Très bien. Et d'autres questions peut-être d'autres questions. On a tué tout le monde. Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions, ça marche. J'allais vous demander du coup une anecdote pour finir, mais j'ai l'impression que c'était peut-être votre anecdote. Ouais, on va dire que c'est ça l'anecdote. C'est l'anecdote, vous pouvez en trouver une autre, hein, si jamais un élan d'inspiration. En fait, ça permet de reboucler. Alors, ça peut parfois être drôle parce que, donc, vu que je développe un peu évidemment des applications et des tests, on a accès sur les applications des enceintes vocales, finalement, à l'historique de ce qui a été posé comme question. Donc c'est vrai que ça pose des questions de privacy, puisque donc j'ai pu voir en effet ce que ma femme demandait à l'enceinte, comme musique, comme horaire, etc. Moi, ce que je demandais moi-même, et puis j'ai pu voir ce que demandaient certains de mes enfants. Des surprises. Et donc il y a des surprises comme comment dire à ses parents qu'on a une mauvaise note, voilà, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est un point. Merci finalement de me donner ça, parce que c'est un des points que j'allais oublier. Je parlais tout à l'heure sans le citer concrètement, de ne pas voir le manque de succès comme un échec. Il y a un élément qui est fondamental dans les enceintes vocales, c'est que vous avez la capacité, et ça c'est heureux, vous partagez en tout cas avec les fabricants, les Amazon, les Google, etc., les échecs d'interprétation. Donc chaque fois que quelqu'un demande quelque chose à l'enceinte vocale, et qu'on ne sait pas trouver en face quoi lui répondre, vous avez finalement une liste d'erreurs. C'est pas une liste d'erreurs, c'est une mine d'or. Parce que si 98% des gens posent cette question et qu'aujourd'hui vous leur répondez pas, vous seriez bien bête de ne pas vous dire tiens, c'est finalement ce qui pose comme question à ma marque sur une enceinte vocale. Donc c'est pour ça que se lancer, ça permet de lancer un filet. Alors peut-être qu'on va pas avoir le succès qu'on veut, mais on va ramener plein d'informations et se rendre compte que finalement, sur une enceinte vocale, sur ma marque, qui peut être telle ou telle, en fait ce que souhaiteraient les gens, c'est ça. Les utilisateurs, ce qu'ils demandent, c'est ça. J'avais pas vu ça comme ça, je l'avais pas prévu. C'est pas grave, on le sait. Donc voilà, allez regarder dans les logs. Pareil pour les geeks autour de cette vidéo, ça reste fondamental. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette première émission, ce premier entretien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes Luc Veillet, associé et technology manager à l'agence InSign. Et merci beaucoup. Surtout félicitations à vous, parce que c'était la première et j'espère que c'est une longue série. C'est la première, en effet. Il y en aura très longue série. C'est très intéressant et très bien organisé. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. Merci Armand pour ce mot de la fin. Merci Chloé. Merci à toi Luc. Et surtout, j'en profite aussi pour remercier Thomas Demeure aux questions, Julien et Lou qui nous ont coachés pour cette émission, Marc Campo et toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Et je vous remercie surtout vous, nos téléspectateurs, de nous avoir accompagnés, d'avoir posé des questions. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et surtout à partager cette vidéo comme vous partagerez un Kinder Bueno avec vos amis.